Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être avec nous sur Facebook et sur YouTube. Bienvenue dans La Grosse Brune. Oui, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Facebook. C'est en direct sur les deux plateformes. Et puis, je sais qu'on n'a pas été là depuis un certain temps, mais 2 semaines, précisément on s'est 2 promené. semaines. On s'est promené, puis... on va avoir évidemment des défis dans les prochaines semaines parce qu'on a des horaires qui concordent pas tout le temps. Alors, on va essayer de faire quelque chose. La semaine prochaine, ça marche. Le blitz de fin d'année est déjà Ouais. bien entamé. Ouais, c'est ça. Là, je vais ajuster notre caméra ici. La semaine Hein? prochaine, ça marche à condition que ce soit lundi. Ou mardi? Non. Non? Lundi. Ah, donc ça sera lundi. D'accord. Parfait. Fait qu'on va faire 2 lundis d'affilée. Ça va ressembler à ça. Ça marche pour moi, là. Fait que c'est bien correct. Mais Je vais conduire la semaine prochaine le Dodge Charger à 6 cylindres. oui, OK. Oui. Puis c'est pas n'importe où en plus, ça. C'est dans la région de Knoxville, au Tennessee, Ouais. où il y a la portion Tail of the Dragon avec les routes Ouais. très sinueuses. Je sais pas si tu es déjà allé. Moi, j'ai déjà conduit là-bas lors du lancement de la Volkswagen Jetta GLI OK. en 2019. Et il y a de quoi se donner mal au cœur. Quand même, hein? Oui. Ouais. C'est quelque chose. Puis là, juste te dire ça comme ça, là, la Charger, c'est pas la voiture la plus légère. Non. Fait que c'est pas comme si t'allais t'amuser au volant d'une Miata, là. Tu vas trouver que c'est quand même... Parce qu'on va avoir des 2 portes et des 4 portes. Ouais, mais c'est pas mal le même poids, d'après moi. Oui. Fait Ça que doit être pas mal la je même pense pas que chose. c'est la voiture, justement, idéale pour ce type Non. de route-là. Bon. Fait Est-ce que que... tu me passerais une canette? Oui, absolument. À saveur de mauve ou à saveur de vert? Le vert. Tiens, Le vert, c'est tiens. la couleur tendance, le D'accord, vert. ouais. Oui. On salue les gens de Boblé. Bon, ton iPad, là, je comprends rien. Arrange Oui, ça. tu l'as échappé. Regarde, il marche plus. Fait qu'arrange ça comme tu veux. Je vais le rallumer et voilà. Et pendant Ouais. ce temps, et pendant ce temps, je vous lis ma charade. Oui. On va saluer les gens qui sont avec nous. Oui. Gilles, Salim, Dave, Sébastien, Benoît Paquette, David, ma blonde Catherine qui est là. On salue tout le monde. Paul est là aussi. Paul est là, mais lui, il est dans le garage, juste l'autre bord du pare-brise. Alors, il s'amuse à regarder ça en direct, mais en vrai direct. Oui. Alors, voilà. Direct sur place. Direct sur place. J'y vais avec ma charade. Une charade à saveur japonaise. Oui, une saveur japonaise. Mon premier est une chanteuse devenue femme d'affaires. Mon second est une municipalité qui prête son nom à un fromage. Et mon tout est un préparateur de voitures japonais. Alors, on va voir si on a des bonnes réponses. Pas encore. Alors, je le répète. Relire, Oui. même si la charade est courte. Ouais, parce que je l'ai fait pas comme Germain, tu sais, lui, il a 6 lignes. C'était plus simple. Mon premier est une chanteuse devenue femme d'affaires. Mon second est une municipalité qui prête aussi son nom à un fromage. Et mon tout est un préparateur de voitures japonais. Ce n'est pas le camembert. Ce n'est pas le camembert. Alors voilà. Faites-moi signe si vous nous voyez sur YouTube parce que semble-t-il qu'on n'y serait pas. Fait que là, je sais pas, veux-tu vérifier de ce Nous ne sommes côté-là? pas sur YouTube. Ben, vérifie ça. On va le savoir tout de On va suite. regarder ça. Mais On n'est pas là, coudonc. ben pourtant, moi, mon écran me dit que oui. Fait que j'aimerais juste comprendre. Mais je ne sais pas si ça fonctionne. Alors voilà. On va le savoir dans quelques instants. Je ne crois pas que nous y sommes. Tu ne crois pas que nous y sommes. Bon. C'est un petit peu dommage, tout ça. On va vérifier. Pourtant, ça fonctionne. Mais il n'y a personne, effectivement. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ça fonctionnait l'autre fois, pourtant. Ouais. Non, ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, on est là en direct Y et a-t-il un pilote dans l'avion? je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, bref, on va essayer de régler la situation et puis on vous reviendra avec la suite d'ici peu.
est-ce que tu veux qu'on se concentre sur Facebook? On se concentre sur Facebook parce que de toute façon, ça fonctionne pas sur YouTube. Là, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref, on va le publier sur YouTube par la suite. Bon. Alors, désolé pour cette petite erreur technique là, parce que c'est drôle. Moi, ça m'indique ici qu'on est en direct. À moins que tu veux le réessayer. C'est un peu particulier là comme situation. Fin, et reprenons. Ouais, on va essayer ça. OK. Bon, ça fonctionne pas. Alors, toujours le même code. Merci d'être patient. Ben oui, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je le vois, moi. Alors, bon, on essaiera de régler la situation la prochaine fois. On va le faire sur Facebook pour ce soir. Et puis, on va le corriger la prochaine fois. Là, aucune idée de ce qui s'est passé en ce moment. Alors, voilà. Je te redonne ça quand même. Ouais, OK. Bon. Ben on va commencer par parler de Mazda parce que j'étais au Japon du côté de du côté du salon de l'auto cette semaine. Il y avait énormément de gens sur place et le salon de Tokyo avait perdu un peu de son ramage au cours des dernières années. Et puis là, je te dirais que cette année, il y a eu énormément de nouveautés. Ouais. Tous les constructeurs japonais étaient présents. Autant avec des concepts que des véhicules prêts à prendre la route. Ouais, là. Exactement. Fait que en tout cas, je me suis retrouvé dans un salon qui était vraiment intéressant cette année. C'est vrai qu'il y avait aussi plusieurs... Tu sais, il y avait plusieurs préparateurs qui étaient là, toutes sortes de petits trucs un peu insignifiants là, tu sais, qui sont très très pointus, très techniques, mais en vérité, la plupart des constructeurs japonais étaient là et en avaient mis le paquet. C'est Nissan peut-être qui était un petit peu moins présent que les autres années. Okay. Puis on dit que c'est un salon de la mobilité, hein, plus qu'un salon de l'auto. Ouais. Est-ce qu'il y avait des espèces de scooters électriques un peu partout, des robots, ou on se concentrait sur l'automobile quand même? Ouais, c'est ça. C'était beaucoup de la technologie, la technologie de conduite autonome, des trucs comme ça. Beaucoup d'éléments sur l'électrique et à ma grande surprise, les Coréens étaient présents. Constructeurs chinois étaient présents. BYD était là avec 2 kiosques plutôt qu'un. Alors, c'était quand même assez impressionnant tout ça. Mais, on voit quelqu'un s'en aller. Alors, au revoir. Ça, c'était Paul, ça, oui, c'est ça. C'était ça, oui, c'est ça. Il a quitté. Mais tout ça pour dire que, c'est un salon beaucoup plus complet. Il y a des années où on sentait que l'effort était pas là, où on n'avait pas grand-chose à présenter, mais Toyota a mis le paquet, là, le concept de la future Corolla. C'est énorme, là. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Qui va être possiblement électrique. C'est gros, là. C'est très gros. Puis, je veux dire, oui, la Corolla d'une part, mais tu sais, on a mis l'accent sur la marque Century qui est très forte du côté du Japon. Les Kei Cars. Ça a des moins grandes répercussions pour le marché nord-américain. Oh oui, mais quand même, Lexus a présenté des concepts. On nous a donné le ton sur ce qu'allait devenir le prochain supercar Toyota, par exemple. Alors tu sais, il y avait beaucoup de trucs de ce genre-là. Puis chez Mazda, il y a eu quoi? Deux prototypes qui ont été présentés? 2 prototypes, puis une technologie de récupération de CO2 à partir d'un moteur à combustion, du carburant aussi qui serait carboneutre. Bon, c'est pas demain la veille que ça va arriver là, parce que pour produire 1 litre de carburant carboneutre, ça prend un réservoir de 11 000 litres qui filtre en tout cas, une technologie qui est tirée par les cheveux et qui ça démontre une chose. Ça démontre qu'on a encore l'ambition de développer le moteur à essence. Oui. Et Mazda, il a toujours cru au moteur à essence. Oui.
même quand d'autres y croyaient pas mal moins. Ouais. Puis visiblement, on continue de pousser la recherche en ce sens. Ah, exactement. Au point où on travaille fort pour développer des mécaniques qui vont être toujours de plus en plus performantes, de plus en plus durables, de plus en plus efficaces sur le plan énergétique et de moins en moins polluantes. Fait que ça, c'est le gros objectif. Parce que la consommation, tu sais, les meilleurs véhicules à essence font quoi? 5 litres au 100 km. C'est-à-dire, dans l'hybride. Avec l'hybride, oui. Ouais. On pourra pas descendre réellement plus bas, mais est-ce qu'on peut diminuer les émanations polluantes? C'est peut-être là où il y a un gain à aller On chercher. pourrait descendre plus bas. C'est ça. Et c'est une donnée qui interpelle très peu le public en ce moment. Tu sais. Parce qu'on nous a pas prouvé que ça pouvait fonctionner. Oui. Mais si on continue de travailler dans le bon sens, des véhicules qui vont faire 3 litres au 100, ça va exister. Oui, mais passer de 5 à, tu sais... Ça me fait penser à... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel aujourd'hui, m'a dit que c'était acheté un CX-5 hybride. La cote de consommation moyenne annoncée est à 6,2 litres. Il fait 6,7. Il dit comment ça se fait? C'est de la fausse représentation. Tu sais, 6,7 litres pour un CX-5 hybride, c'est déjà pas si mal. C'est très beau. Puis honnêtement, ça que dépend... vous ayez un demi-litre au 100 d'écart avec la cote annoncée en moyenne, ça dépend juste de votre conduite, là. Et de l'utilisation que vous en faites. Tu sais, est-ce qu'on est 4, 5 à bord du véhicule, on transporte, est-ce qu'on habite dans un territoire roule juste sur l'autoroute? Montagneux, sur l'autoroute? C'est ça. Est-ce qu'on a déjà mis ses pneus d'hiver? Ouais. Il y a 1 million de facteurs. Est-ce qu'on a un rack de toit? Tu sais, tout est possible. Est-ce qu'on accélère juste un petit peu trop brusquement après un stop? Tu sais, c'est ce genre de détail-là qui peut faire varier la consommation d'essence. Puis encore là, 0,5 litres au 100. Par rapport à la cote officielle annoncée, mais la cote sur route est plus élevée, là, tu sais. Fait que faut prendre tout ça encore. En tout cas, tout ça pour dire que Mazda a présenté 2 concepts. Un qui était ce qui donne le ton sur la prochaine Mazda 2, là. Donc au niveau design. Mais ce concept-là voulait surtout présenter de l'intelligence artificielle à bord. On a juste présenté la coquille sans dire ce qu'il y avait sous le capot, rien de ça. Il n'y avait pas de pot d'échappement, mais c'est un véhicule concept. Alors, tirez-en vos conclusions, là. Probablement qu'il n'y avait même pas de mécanique à bord. C'est pas un modèle qui pourrait être destiné à être commercialisé ici. Jamais, non. Le format de la Mazda 2, on y a un peu mis une croix ici, là. Ouais, mais le Vision Cross Coupe, on l'appelle comme ça, mais c'est une voiture sans porte. Ben, c'est clair que ça donne le ton sur la prochaine Mazda 3, qui, elle, va être dévoilée quelque part l'année prochaine, probablement à Tokyo. Et c'est un peu ce qu'on avait fait en 2017 et 2018. C'est-à-dire qu'en 2017, on avait présenté le concept de ce qu'allait devenir la prochaine Mazda 3. Puis en 2018, on avait dévoilé le modèle de série. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Mais ces 2 concepts-là ont fait jaser. Les designs qui sont vraiment réussis, là, si vous voulez mon avis. Puis par-dessus tout ça, on avait le CX-5 qu'on présentait pour la première fois au public, là. Et oui, c'est très évolutif. On élimine le moteur turbo. Je pense que ça déçoit bien des gens, ça, et avec raison. Ouais, ça déçoit des gens. Par contre, c'est une transition à faire. Je pense que ce moteur-là avait peut-être un peu de difficulté à rencontrer les normes, puis on se concentre sur d'autres choses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une version hybride en 2027 et pas l'hybride du CX-50, un hybride maison de chez Mazda. Est-ce que ça signifie que ça va être plus efficace que l'hybride de Toyota qu'on retrouve dans le CX-50? Pas nécessairement, mais c'est une technologie qui permettrait d'avoir peut-être un peu plus de fun au volant et qui va reprendre le flambeau du moteur turbo, là. Et pas de compromis sur la disponibilité, parce qu'on sait que quand on va chercher une technologie qui vient d'un autre constructeur, ben c'est pas toujours évident de ce côté-là. Ouais. En même temps, est-ce qu'on va vraiment avoir une technologie 100% Mazda ou est-ce qu'il y aura pas quand même des composants de Toyota? Parce qu'il y en a un pas pire dans le CX-5, soit dit en passant. Oui. C'est-à-dire ce nouvel écran qu'on a vissé en plein milieu de la planche de bord. On élimine la roulette, la molette rotative qu'on a sur la console centrale pour aller placer l'écran, un écran tactile traditionnel de 15,6 pouces. Personne ne va s'ennuyer de l'écran non tactile de l'ancien CX-5, là. Non,
qui faisait certainement pas l'unanimité, mais il y a des gens qui vont trouver disgracieux d'aller planter une télé en plein milieu de la planche de bord comme ça, parce que c'est un écran et une livraison graphique qu'on connaît, ça vient directement de chez Toyota, et c'est un écran qu'on retrouve notamment dans le Tundra, dans le Sequoia, dans plein d'autres modèles, là. Et je trouve que maintenant, ça occupe tellement une place importante dans un habitacle que si on n'arrive pas avec quelque chose de différent, ben on perd un peu de la saveur et de la personnalité du véhicule. Tu sais, je veux bien comprendre et c'est-à-dire qu'on a le comportement d'un véhicule Mazda, mais si tout ce que tu as devant toi te rappelle Toyota, ben c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage, mais puis ça vient gâcher un peu le design aussi, parce qu'il y a des efforts esthétiques qui sont faits, puis après ça, tu viens juste visser ça là. Un truc qui m'a surpris aussi, c'est qu'on garde le gros levier de vitesse à la console centrale, alors qu'on aurait pu avoir un petit bouton ou un petit levier. La tendance est à libérer la console. Puis on l'a pas fait. Inclure vers la colonne de direction, ou encore justement d'avoir des boutons ou une molette. On avait déjà une molette, on aurait pu s'en servir. C'est ça. Mais oui, la tendance est à dégager la console pour offrir plus d'espace, plus de dégagement. En tout cas, ce véhicule-là va arriver au mois d'avril prochain. On va le conduire en février. Ça promet, mais c'est sûr qu'en 2026, il y aura que le moteur 2.5 litres atmosphérique, pas d'hybridation. Alors, il va avoir un petit creux de vague avant qu'on revienne avec une technologie hybride, parce que si les tarifs ne sont pas levés, ben c'est sûr que le CX-50, on le reverra pas de sitôt. On a arrêté son importation récemment, et puis ça repartira pas. Hein. Puis il y a d'autres constructeurs qui font de même. On sait ça. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de poids sur les épaules du nouveau CX-5. Cela étant dit, les ventes vont super bien chez Mazda. Même le CX-5 qui est vieillissant a eu des augmentations de ventes. Écoute, la Mazda 3, c'est 46% d'augmentation de ventes cette année. Là, tu vas me dire, ils n'en ont pas vendu tant que ça l'année passée. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui explique le modèle qu'on en a a vendu 6 ans. autant? Oui, c'est ça. Ben, en fait, les gens reviennent à des produits plus rationnels. Déjà? Ah, déjà. C'est la constatation qu'on fait chez Mazda. Oui, il y a le fait que le CX-50 n'est plus offert, et donc les gens se tournent sur des alternatives. Mais attends un peu, là. C'est pas le même produit, ben non, c'est pas le même prix, c'est pas le même produit, c'est pas le même espace à l'intérieur. Mais tu sais, les ventes de CX-30 vont bien, de Mazda 3 vont bien, CX-70, 90 aussi, là. Mais les plus petits modèles chez Mazda se vendent en proportion plus que dans les dernières années. Alors ça, je trouve ça quand même intéressant. Puis, évidemment, on a profité de l'occasion pour faire un paquet de trucs. Là, on est allé visiter le musée Mazda, où il y a des voitures extraordinaires, que tu as vu d'ailleurs, toi aussi. Mais peu de voitures, en même temps. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé le premier véhicule qu'on voit, qui est comme un tricycle, tricycle utilitaire. Fabriquant en collaboration avec Mitsubishi. Oui. Ouais, ça, c'est un peu particulier. Ouais. Tu sais, il n'est pas rare de voir des manufacturiers japonais collaborer, mais Mazda et Mitsubishi, ça, je ne l'ai pas vu souvent. Non, c'est ça. Puis dans ce temps-là, évidemment, Mazda ne faisait pas de voiture. Puis la première association que Mazda a eue, aussi drôle que ça puisse paraître, c'est avec Kia. Faut reculer loin, là. Mais dans les années 80, Mazda et Kia s'échangeaient des produits directement. Alors, par exemple, Kia vendait dans les années 80 la Kia Pride, qui a été vendue au Canada sous le nom de Ford Festiva, mais qui a été vendue en Europe sous le nom de Mazda 121. Ensuite, Mazda, dans les années 80, a prêté sa 626 à Kia, qui l'a commercialisé sous le nom Kia du côté de la Corée du Sud. On sait comment les Coréens aiment les berlines. Ben, la Mazda 626, c'est un auto qui a connu beaucoup de succès là-bas. Kia a récupéré ce qui était comme le Mazda Bongo, là, le fourgon. Le fourgon Bongo, oui, qui a été le Kia... Là, le nom m'échappe. Oui, attends un peu. Sébastien Gay, si tu nous écoutes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans tes cordes. Besta? Kia Besta.
C'est ça? Kia Besta, qui était l'espèce de fourgon. On a vendu à 300 copies en 88 au Canada, puis c'est tout, là. Bonne chance pour en trouver. Aviatus, je cherche la brochure. On cherche la brochure et on vote. On peut chercher le véhicule aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai partagé sur ma page Facebook la semaine passée une photo, une demande, en fait. Est-ce que quelqu'un a connaissance de l'existence d'une Mazda 323 95? Et ça, c'est très rare parce qu'il y en a eu ça aussi, moins de 300 au Canada. Et ça a pris, mon Dieu, une minute, puis je pense qu'on me partageait l'existence de cette auto-là qui est à Québec, quelque part. J'ai les coordonnées du type, je vais le contacter prochainement. Je suis vraiment curieux de faire un petit truc avec ça. Mais c'est ça. Fait que la force des réseaux sociaux, tu sais. Oui. Mais le pouvoir infini du câble, qui disait. Mais on est arrivé dans le musée Mazda et dans la salle d'exposition principale, avant de tomber dans le musée, il y avait quelques modèles neufs, incluant un MX-30 REV, donc pas 100% électrique, mais hybride rechargeable avec un moteur rotatif qui fonctionne en guise de générateur. Un peu la technologie qu'on avait avec une Chevrolet Volt, c'est-à-dire un moteur à essence qui devient un générateur. Ouais. Mais là, dans le cas du MX-30, il y a un moteur rotatif. C'est ça. Oui. Et le véhicule qui était là en exposition, c'était le 2 millionième véhicule fabriqué par Mazda avec un moteur rotatif. Pas le 2 millionième MX-30. Non, non, ça c'est le moins qu'on peut se dire parce que des MX-30, il s'en est pas vendu tant que ça. En fait, tu sais, on rigole de l'échec de certains modèles en ce moment, incluant le ID Buzz, là. Ouais. Mais des MX-30, là j'ai sorti les chiffres parce que c'est vraiment, vraiment fascinant. Il s'est vendu au Canada sur une période... Bon, à partir de l'automne 2021 jusqu'à tout récemment. Là, donc, année modèle 2022 et 2023. Et 24. Et 20... Il y a année modèle 2024? Au Canada, oui. OK. Mais ils ont arrêté ça tôt dans l'année. Oui. Mais il existe 3 années modèles au Canada, 2 années modèles aux États-Unis. Ouais. Alors, au Canada, il s'est vendu 1904 MX-30. De ce nombre, 1442 ont été vendus au Québec. Fait que grosso modo, 75,5%, quelque chose comme ça. Et aux États-Unis, il s'en est vendu en 18 mois à peu près, parce qu'on l'a pas gardé longtemps aux États-Unis, il s'en est vendu 605. Sachant qu'ils sont 10 fois plus nombreux et que de manière très générale, on observe la règle du 1 pour 10. Ouais, mais là, 10 pour 1. Il s'est vendu 2 fois et demi plus de MX-30 au Québec qu'aux États-Unis. Oui. Fait que faites les maths. Bon, faut savoir qu'il a juste été vendu en Californie, là. Oui. Fait que c'est pas... mais la Californie, c'est la population du Canada dans un seul État. Oui. Alors, tu sais, c'est vous dire à quel point il y a des concessionnaires Mazda qui n'ont même pas vendu un, là. Tu sais, on s'entend. Fait que c'est... Albi, le géant en a vendu quelques-uns, paraît-il. Oui, puis il en reste encore à vendre, d'après moi. Est-ce qu'il reste encore des neufs, je sais pas, mais il a récupéré beaucoup d'usagers. Oui. Puis, tu sais... Des véhicules qui ont servi à de la location quasiment à la journée, etc. Mais tu sais, en même temps, t'achètes ça usagé en 2022 avec 60 000 km pour 15 000 $. C'est sûr que c'est pas très cher, tu sais, mais est-ce que tu achètes une Bolt qui aurait un peu plus de kilométrage? Mais au moins, tu as une autonomie Oui, mais je veux dire, pour tourner en rond, tu sais, si le véhicule est pratiquement neuf... Il faut que ton rond ait une très petite circonférence. Surtout l'hiver. Voilà. Quand même pas pire contraignant. Oui, c'est quand même pas pire contraignant, c'est sûr. Puis chez Mazda, on était conscient que ça serait pas un succès fulgurant, mais au début, on pensait vendre le modèle REV chez nous en Amérique du Nord. Et quand les Américains ont rapidement tiré la plug sur le modèle, ben c'était cuit, tu sais, il y avait rien à faire pour l'amener. Et à ce moment-là, il était absolument impossible d'envisager ne pas vendre un véhicule au Canada, ne pas vendre un véhicule aux États-Unis, mais de le vendre au Canada. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, soudainement, c'est possible. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis il faut comprendre un truc. À l'époque, là, si on avait offert un MX-30
avec 80 km d'autonomie électrique, après quoi tu tombes en mode hybride, puis tu peux rouler 600 km sur une réserve, sur un plein. Ça aurait été, écoute, fantastique, là. Puis phénoménal. Puis des grosses subventions, là. Oui. Oui. Avec un prix d'achat qui aurait été très bas et des subventions très généreuses, une autonomie électrique qui a du bon sens, avec un look qui était pas piqué des verres, c'est sûr que ça aurait été, en tout cas au Québec, un bien plus grand succès que le modèle 100% électrique. Oui, c'est ça, parce que on aurait dû commencer par ce modèle-là, en fait. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Et toi, tu l'as conduit, c'est ça? Je l'ai conduit quand j'étais au Japon. Bon, déjà conduire au Japon, c'est une expérience en soi, mais la conduite est... Le bel avantage, c'est qu'il n'y a pas de Silverado 3/4 de tonne qui te cache la vue. Non, ça c'est sûr, mais mon MX-30, j'avais à peu près l'impression que c'était un Silverado 3/4 de tonne, là. Tu le trouvais gros? Je le trouve... Bon, quelque chose qui est tombé. Aujourd'hui, la technique, c'est ça. C'est moyen. Tout est beau. Bon, tout est beau. On l'a. Mais oui, c'est un véhicule que je sentais très large par rapport aux routes là-bas, alors qu'ici, c'est un petit véhicule pratiquement urbain. Mais c'était drôle parce que la conduite était à peu près la même qu'un MX-30 électrique. Tout l'aménagement était identique. Tout était identique. Jusqu'à ce que tu entendes finalement le moteur rotatif embarqué, et tu l'entendais. C'était très bruyant. C'était très, très bruyant. Ça me fait penser à un truc. Oui. J'écoute la quotidienne anti-gang, histoire de me détendre un peu. D'accord. Et dans l'épisode que j'ai écouté hier, à la toute fin de l'épisode, il y a des criminels qui partent avec... J'ai hâte de voir on s'en va où, là. Il y a des criminels qui partent au volant d'une Tesla Model 3. T'entends la voiture arriver et tu l'entends repartir avec un son de moteur 4 cylindres, là. Ah oui, comme une Cruise, mettons, là. Mais qui a pensé que c'était une bonne idée de mettre un son artificiel sur une Tesla? Tu sais, c'est vraiment, là, comme des pouit-pouit que t'entends au cinéma puis que tu sais que c'est pas le bon pouit-pouit qui va avec l'auto, là. Ben là, t'as un moteur 4 cylindres qui se trouve simulé sous le capot d'une Model 3. J'ai trouvé ça pas pire maladroit. Dans le but de, tu sais... Oui, parce que... dans le but, probablement, qu'on sache qu'il y a une auto qui s'en venait. Oui. Mais tu sais, pourquoi t'as choisi une Tesla? Oui, il n'y avait pas de Chevrolet Malibu sur le tournage. Je ne sais pas. Fait que c'est drôle. Enfin, fait que bref. Puis là, il y a Luc Lanier qui nous demande où est la grosse brune. Elle n'est juste pas dans l'angle où on se trouve présentement. Fait qu'on s'est installé dans la petite brune pour aujourd'hui. Avec un peu moins de dégagement pour la tête, quand même. Ouais, quand même, c'est sûr. Il y a un peu moins de dégagement pour la tête, mais une plus grande surface vitrée. Oui. Et elle est plus facilement manœuvrable. Et une planche de bord un peu plus profonde. Oui. Mais aujourd'hui, ça change rien, là. Non. Des fois, pour l'avantage des caméras, ça peut être bien, mais aujourd'hui, ça change rien. Donc, voilà pour le Mazda MX-30. T'es allé faire un tour à Bécancour, toi, cette semaine? Oui, j'avais un peu de kilométrage à faire. Et maintenant que je demeure dans la Mauricie, j'ai été me promener à Bécancour, ville qui manquait à ma culture. Et comme on en parle à peu près toutes les semaines de Bécancour ces temps-ci, je me suis dit, tiens, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Et c'était quand même un dur constat. Très, très dur constat. Je comprends que c'est une ville à vocation industrielle et à vocation énergétique. Parfait. Je l'entends. Mais de le constater de tes propres yeux, c'était quelque chose. J'avais des... La mise en contexte, donc il faut comprendre qu'il y a l'usine EcoPro, là. C'est de là où devait partir toute la filière batterie du Québec. Et évidemment, tu parles au conditionnel. Oui, c'est ça. Et malheureusement au passé aussi. Oui, c'est ça. Et ça devait être justement le point de départ de cette filière batterie qui est en train de perdre de ses plumes à chaque semaine. Et effectivement, donc tu as le grand bâtiment de EcoPro qui est un projet
en partenariat avec Ford, où on devait bâtir finalement des cathodes là-bas. Ouais. En cours de route, Ford a dit « Laissez faire, nous on se retire », mais le projet avait continué d'avancer. Et finalement, c'est quelques mort. mois plus tard, c'est mort. Alors, résultat des courses, ben on a un éléphant, j'allais dire blanc, mais c'est plutôt gris. Ouais. Et bâtiment qui est pas fini d'être construit, un terrain en boîte autour avec des planches de plywood dans les fenêtres. Et Épouvantable. voilà, c'est terminé. Ce sera tout. Et de Le l'autre terrain- côté le de la terrain- rue? Le terrain est barricadé. Puis il n'y a pas un chat là. Il n'y a même pas un agent de sécurité, un surveillant de chantier. Il n'y a rien là. C'est désert, désert, désert. Ça donne un peu des impressions de Détroit sans Ouais. les maisons abandonnées en périphérie. Tu sais, Ouais. parce que c'est ça. On est vraiment dans un quartier qui est très, très, très industriel et il y a très peu d'habitations à proximité. Ouais. Il y a des gens qui demeurent à Bécancour, mais il n'y a pas de quartier résidentiel à très, très, très grande proximité. Et de l'autre côté de EcoPro, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est Ultium Cam, donc le projet de GM, finalement. Chacun avait son Ouais. projet. Et là, on a appris que la phase 2 du projet était complètement annulée. Et là, depuis un petit moment déjà, le chantier est arrêté pour des raisons, imagine-toi, Antoine, De sécurité. de sécurité sur Ouais. le chantier. Ouais. Ils ont eu des plaintes, encore des plaintes. Alors, le chantier est sur pause. Sur pause pour combien de temps? Est-ce que ça reprendra? Ben, tu sais, cette semaine, j'ai eu un et- échange peu confortable. Ouais. Et la phase 2 n'a pas lieu. Conséquence, l'entreprise Ouais. minière qui, elle, devait s'installer juste à côté, Vallée, ne s'y installe pas. Donc, moi, je qualifiais ça de jeu de domino. Ça tombe un après l'autre, puis là, Ben oui. malheureusement, ils sont tous tombés. Ben, c'est ça. J'ai eu un échange plutôt houleux cette semaine avec la responsable des communications de Ultium Cam, qui était pas heureuse sur le fait que j'ai mentionné que l'usine était pour fermer, là, grosso modo. Mais j'ai mal utilisé mes mots, là, mais essentiellement, ce que je voulais dire, c'est pas de phase 2. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais? Voilà. Puis Pas de puis phase elle, 2, puis elle, et pas d'environnement de batterie. Tu sais, non. on va être tout seul chez GM à Bécancour. Ben, J'ai puis- du mal à y croire, là. Puis tu sais, ce qu'on me disait chez Ultium Cam, c'est on ne veut pas effrayer les employés, l'usine fonctionne toujours, la phase 1 poursuit son On ne veut cours. pas effrayer les employés, je veux bien. Les employés ont peur à leur sécurité d'abord, tu sais. Oui, mais tu sais, ça c'est une chose, Oui. mais je veux dire, j'aurais peur à mon travail aussi, là, Oui. parce que il y a rien qui se dessine de façon positive. Puis je veux pas être pessimiste, mais je veux dire, la filière batterie, là, nomme-moi un projet qui a marché. Nomme-moi-en un. C'est plus difficile, hein. Lithium, bordel, même Lithium est Oui. sur le bord de la Oui, faillite. On a appris ça cette semaine. Une usine qui est Ben, les bornes flow, même les bornes flow ont de la misère. incroyable, tu sais. Lithium qui est sur le bord d'autoroute 30, qui est une entreprise qui me semble très sérieuse, qui a signé un contrat récemment avec Nissan pour la récupération de batteries de véhicules électriques, qui a des ententes avec plusieurs autres constructeurs, Hyundai, GM notamment. Ben, on fait faillite. Ça a été hautement subventionné. Est-ce que ça a été bien géré? Bon, aucune idée, mais c'est un autre exemple. C'est tout ce qui touche à la voiture électrique de près ou de loin au Québec, ça s'écroule comme un château de cartes. Ouais. Et Au Québec, c'est on un peut même constat. étendre au Canada. Ah oui. Parce que la situation n'est pas plus drôle en Ontario, là. Bon, qu'est-ce qu'on a annoncé aujourd'hui chez Stellantis d'ailleurs, là? Ben, on était dans un projet conjoint avec LG, Ouais. où on devait finalement fabriquer des batteries pour des véhicules électriques Ouais. à Windsor, en Ontario. Et très mauvaise nouvelle encore pour Stellantis. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle à chaque semaine. Et finalement, le projet est arrêté. On nous dit qu'on reprendra on reprendra de l'activité pour bâtir des batteries de stockage. Mais là, ça veut dire qu'on repart tout à zéro, puis
C'est ça. C'est difficile de continuer d'y croire. Comme je disais par rapport à l'usine de Brampton, tu sais, quand Stellantis nous dit on a des projets pour l'usine de Brampton. Oui, c'est quoi vos projets? Ouais, le projet, c'est de la vendre. Là. Oui. Ben, tu sais, c'est ça, là. Il y a rien qui est logique en ce moment, là. Oui. Dans le contexte actuel, venez pas me dire que vous allez construire des nouveaux véhicules puis que vous allez créer de l'emploi au Canada, là. Vous faites juste annoncer des trucs positifs aux États-Unis. Ford a annoncé créer 1000 nouveaux emplois pour fabriquer davantage de pick-up aux États-Unis. Pas un mot sur la game par rapport au Canada. Et on sait que l'usine de Oakville se fait attendre. On est supposé bâtir des Super Duty là. Pas de son, pas d'image. Ça arrivera jamais. J'ai bien de la misère à y croire. Et tu vois, le gouvernement canadien pénalise General Motors, pénalise Stellantis. Qui finalement se retrouvent à être des victimes collatérales, là. Tu sais. GM et Stellantis, là, c'est pas eux qui sont présidents des États-Unis, là. Tu sais. Eux autres essaient juste de composer avec la meilleure situation, d'avoir le moins de répercussions possible sur leur entreprise. Et on leur impose ensuite une pénalité majeure. Puis chez Ford, ben, on n'a rien annoncé qu'on n'a pas de pénalité. Ouais. Franchement, tu sais. Ford aurait-tu ce sentiment d'être plus indépendant parce que le gouvernement les a pas sauvés à la fin des années 2010, tu sais? C'est une bonne question. À la fin des années 2000, devrais-je dire. Mais bon, tu sais, c'est une situation. Moi, je suis persuadé que dans la prochaine année, on va voir tout ça s'écrouler. Toute l'industrie automobile canadienne de marque nord-américaine, ça va s'écrouler. Honda, Toyota va demeurer. Et on va apprendre demain si les subventions pour véhicules électriques au niveau fédéral vont revenir. Mon petit doigt me dit que ça arrivera pas. C'est ce que les rumeurs disent, en tout cas. On en avait eu des échos au début de l'été et ensuite. En fait, au début de l'été, le 12 juin, on nous a dit il y aura un retour de subventions fédérales. Et depuis ce temps-là, pas de son, pas d'image. Ouais. Mais tu sais, ça veut dire quoi, où, quand, comment? Et depuis ce temps-là. C'est une mesure populaire, tu sais. Non. Tu sais, je pense pas. Puis de toute façon, on a la preuve que les constructeurs s'ajustent, là. Oui. C'est-à-dire que... On a des rabais, les taux sont bons, la disponibilité est là, voilà. Il n'y a pas de raison, de ramener ça. Surtout qu'on recule sur les objectifs de vente de véhicules électriques pour 2035. C'est moins stressant. C'est ça, là. Oui, il y a des objectifs qui sont encore là. Mais c'est ça, faut marcher tout le monde dans la même direction, puis là, c'est pas ce qui se passe. Alors, très hâte de voir ça, le dépôt du budget demain, quel genre d'annonce on va faire. Est-ce qu'on va faire une annonce pour essayer d'attirer des constructeurs automobiles ici? Est-ce qu'on va ouvrir la porte aux Chinois? Oui, mais ça aussi, il y a des rumeurs qui s'intensifient en ce sens-là. Il y a rien encore d'officiel. On impose toujours une surtaxe de 100% aux véhicules électriques de fabrication chinoise. On avait fait ça pourquoi? Pour calquer les Américains. Là, puis pour protéger l'industrie auto-canadienne aussi, mais bon. Là, l'industrie auto-canadienne est un peu à bas de l'aile, là. Ouais, puis c'est drôle parce que je parlais avec des gens de chez Honda récemment qui, eux, me disaient, on craint pas que les Chinois arrivent ici avec des véhicules compétitifs qui vont nous faire mal. On craint qu'ils veuillent faire du dumping et que ça devienne de la concurrence déloyale parce que eux acceptent de vendre des voitures à perte juste pour inonder le marché inutilement. C'est ce que les constructeurs veulent pas. Puis en ce sens-là, je les comprends, là. Sans les vendre à perte, est-ce que ça se peut aussi que les coûts de production soient moins élevés pour un constructeur chinois? Non, c'est sûr. Et lui puisse les vendre moins cher tout en faisant des profits. C'est sûr. Ça se peut. Tu sais. Oui. Fait qu'on a le dumping un peu large. Oui, mais en même temps, ça sera pas les premiers à le faire. Là. On a fait du dumping chez... Chrysler en a fait du dumping aussi. Là. Il y en a eu énormément de ça. Là. Les flottes de véhicules, là, juste Polestar, quand on est arrivé, quand on est arrivé aux États-Unis avec 50 000 véhicules qu'on a garochés dans les cours de compagnie de location.
C'est Ça a invraisemblable. donné quoi? Est-ce qu'on a développé une si grande image de marque de véhicules de luxe aux États-Unis Je ne penserais avec pas. cette stratégie-là? Je ne penserais pas. Pas non. tellement, non. Pas tellement. Donc, c'est une situation un peu particulière, mais on va tout apprendre ça demain. Parlant d'Honda, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au salon de l'auto de Tokyo, on avait un gros kiosque chez Honda. On a présenté plusieurs véhicules électriques prototypes, là. Et on nous a confirmé que Honda allait offrir en mi-année 2026 un VUS électrique de fabrication américaine, qui sera vendu chez nous. Et aussi l'Acura RSX qui va utiliser la même base. L'Acura va même arriver avant le produit Honda. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et à première vue, je m'en étais pas rendu compte. Tu sais, j'étais arrivé au salon de Tokyo, puis là, je vois l'Acura RSX, puis OK, ils ont mis celui-là en présentation, mais on l'avait vu ailleurs avant, le véhicule concept. Ouais. Puis là, je flash, je fais « Hey! » C'est un Acura? C'est un Acura, puis on est à Tokyo. Ouais. Tu sais? Fait que là, comment ça se fait qu'on ait produit Acura à Tokyo? Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que on avait l'intention qu'Acura s'émancipe un peu, oui. Et on a l'intention d'aller jouer sur d'autres marchés que celui de l'Amérique du Nord. Bon, d'abord, ça sera le Japon, mais il y aura aussi tout le marché australien qu'on va aller percer avec les produits Acura, et pas nécessairement juste avec de l'électrique. Il n'y a rien qui a été annoncé de ce côté-là, mais le RSX a des ambitions plus grandes que juste l'Amérique du Nord. Okay. Alors, on a des projets pour Acura, et je trouve ça intéressant parce que à pareille date l'année passée, quand je m'étais retrouvé au Japon, j'avais vraiment eu cette impression que le constructeur Honda se fichait éperdument de la marque Acura, et qu'on laissait aux Américains le soin de gérer ça. Mais là, il y a clairement eu des pourparlers depuis, et on a peut-être des ambitions plus grandes pour cette marque-là. Est-ce que la marque a déjà été présente ailleurs qu'en Amérique? Non. Jamais. Jamais. On a vendu des produits. Oui, tu sais, comme le MDX, qui est un produit uniquement nord-américain. On l'a temporairement vendu au Japon sous le nom de Honda MDX. Oui. On y a pensé longtemps sur le nom. Hein? Ouais, c'est ça, on a travaillé fort. Évidemment que la NSX, mais ça, c'est l'effet inverse. En fait, c'était une Honda NSX, c'est ça. Qu'on a nommé. Voilà. OK. Mais alors, il y a des ambitions pour Acura. Par contre, là, le RSX, ça sera la seule nouveauté l'année prochaine. Et puis, ça va prendre un nouveau RDX. Là, parce que ça, on n'avait pas travaillé sur ce produit-là. Non. Parce qu'on pensait l'abandonner. Mais là, il faut retourner à la table à dessin et vite et arriver avec un véhicule qui va être évolutif. Un véhicule de luxe de format plus ou moins compact, à essence... ça se vend encore. C'est pas mort. C'est ça. Puis on recule. Hey, surprise, il y a encore des gens qui en veulent. Puis on recule sur les objectifs de vente de véhicules électriques, sans surprise, comme tout le monde, là, d'ailleurs. Oui. Tu sais, au point où je me demande ce qui va arriver avec Cadillac. Parce que oui, on en vend des électriques chez Cadillac, mais on peut pas juste vendre ça, là. Non. Puis c'est pas vrai qu'on va étirer le XT5 encore longtemps, tu comprends? Oui. Peut-être un an, là, mais. Ouais, le XT6, ça va être fini. Ouais. Mais tu peux pas vendre des optiques, des Vistiques, des Célastiques, puis des. Pendant ce temps, chez Lincoln, les choses se passent pas trop mal. Ben, c'est ça. T'sais? Ouais, mais on va abandonner le Corsair prochainement. Oui. Ça, je me l'explique, mais pas pantoute. Ben, le Corsair et l'Escape? Ouais. Oui. L'Escape s'est vendu cette année au Canada 2 fois plus que le Bronco Sport, là. Ouais. Tu peux pas abandonner. C'est mort ou non? Ben non. Mais tu peux pas abandonner un nom comme l'Escape, ça n'a aucun sens, tu sais. Ouais. Je la comprends pas. Tu développes un produit pendant 25 ans. Ouais. Puis, tu sais, le produit atteint une certaine maturité. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas le buzz du début, là, avec l'Escape, tu sais. Ben, non. Mais en même temps, c'est un produit qui est mature, avec une clientèle qui est là. Fiable. Oui. Bonne mécanique hybride, super efficace, c'est ça. Hybride rechargeable, on a eu plus de misère, là. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Mais tu peux pas abandonner ça. C'est fini, bye. Non, je sais bien. Parlant d'hybride rechargeable, oui. Il
Il y a un Grand Cherokee qui existe en hybride rechargeable. Oui. Il existe aussi avec un moteur V6 Pentastar de toute dernière génération. Oui, et c'est encore disponible. Ouais. Et grande nouveauté. La mécanique premium qu'on aura dans le Grand Cherokee 2026, on a appris ça récemment. C'est un 4 cylindres de 2 litres turbo. De 324 chevaux. Oui. On l'appelle Hurricane, mais... C'est pas un ouragan, c'est un courant d'air, là. Tu sais, j'ai bien hâte de voir comment on va jouer avec ça parce que, bon, d'abord, est-ce que c'est un 4 cylindres qui est 100% développé chez Chrysler ou est-ce que ça vient de la filière Alfa Romeo? Est-ce que essentiellement c'est un 4 cylindres qui est le 6 cylindres en ligne auquel on retranche 2 cylindres? Je penserais pas. Non. Mais c'est une nouvelle mécanique. Semble-t-il que c'est bien impressionnant selon les dires de Jeep. Puis ça serait la mécanique premium. Et c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre parce que, bon, déjà, j'ai du mal à comprendre qu'on conserve le V6 Pentastar, là. À un moment donné, il faut savoir se retirer. Ouais, on s'attendait à avoir le 6 cylindres Hurricane là-dedans. Là. Et tu vois, si on nous avait pris par surprise, puis on nous avait dit, en entrée de gamme, on a un 2 litres turbo. Puis au sommet de la gamme, on a le 6 en ligne Hurricane, pas le courant d'air, là, le vrai ouragan. Ouais. En haut de gamme. Mais là, ça l'aurait fait. Mais là, il est où, le Hurricane? Aucune idée. Il est où? Ça marche pas? Aucune idée. Je me l'explique très, très mal. Ouais, fait que... Très, très mal. Puis, tu sais, c'est pas une révolution, là. Le Grand Cherokee, il a à peine changé depuis le modèle 2022. Du changement cosmétique, mise à jour à l'intérieur, mais c'est tout, là. C'est difficile à vendre, là. Hey. Au prix qu'il est, là. Tu sais, là, on a retardé l'arrivée du Cherokee qui devait arriver là. Et finalement, ça va prendre encore quelques mois. Ah oui? Le Compass, on ne sait pas trop. On repousse, ouais. Ça devait être dans les concessionnaires au mois de novembre, et puis ça ne le sera pas avant janvier-février. Wow. Fait que c'est encore, tu sais. Puis nous, on devait l'avoir en essai au Nactoy, et à la dernière minute, ils nous ont dit non, on ne l'amène pas, le véhicule n'est pas prêt. Amener un nouveau véhicule super attendu au mois de janvier dans les concessionnaires au Québec, c'est difficile, là. C'est un mois absolument mort, là. Ben, puis tu sais, on est tanné. T'as pas de momentum. On est tanné d'attendre, là. Tu sais, on peut plus, là. On peut plus attendre chez Stellantis. C'est une catastrophe. Alors, je regarde ce qu'il y a de disponible, là. T'as beau renouveler le Wagoneer, tu sais, non, là, c'est amener du Compass, du Cherokee. Au Canada, en tout cas, ça prend des véhicules accessibles. Différents aux États-Unis, mais ici, non, tu sais. Tu sais, Dodge vient d'annoncer, Ram vient d'annoncer plutôt l'arrivée d'un grand VUS 7 passagers dans la famille Ram. OK, mais ça prend un... Tu sais... Il est où le Dakota? Oui, puis ça prend des petits VUS chez Ram ou chez Dodge. Ça prend une voiture, quelque chose de... Tu sais, des véhicules plus grand public, là, des machines à 80-100 000 $, là. Ouais. Les gens sont plus capables. Puis même aux États-Unis, là, c'est pas juste ici, là, les ventes dégringolent. Puis les camions Ram, là, je vous rappelle que le nouveau Ram, il est là depuis 7 ans. Fait que ça commence à être plus ben nouveau, là. Effectivement. Puis en plus... Et puis la grande nouveauté, c'est ramener le vieux V8 qu'on avait enlevé. Ça c'est la grande nouveauté. Ouais. Changement de sujet, Nissan. Hey, là, il y a de l'action chez Nissan. Ben écoute, d'abord... Il y a de l'action. On peut pas dire autrement. Il y a de l'action. Alors, c'est particulier parce que là, on est à la croisée des chemins. On n'importe plus de Frontier, de Pathfinder, de Murano sur le marché canadien parce que c'est fait aux États-Unis et qu'on n'a pas d'usine au Canada. Faudrait les vendre à des prix qui n'ont pas d'allure, là. Ben, c'est-tu ce qui me fait rire, c'est qu'on n'importe plus de Pathfinder, mais on importe des QX60. Oui. Fait à la même usine, sur la même base. Ah, oui.
Et si on avait décidé de ne plus importer de QX60 parce qu'il est fait aux États-Unis, que resterait-il chez Infiniti? Le QX80. Un seul modèle. Tu sais, et là, attends un peu. Fait que là, c'est pas assez payant vendre des Pathfinder, mais vendre des QX60, c'est correct. Ouais, mais ça, ils feront pas une scène non plus, là. Ouais. Tu sais, ils vont les vendre à perte juste pour garder la marque en vie. Tu sais, Infiniti, c'est vraiment la marque qui, depuis des années, bat de l'aile, puis en plus, c'est des bad luck, là. Tu sais, là, c'est pas juste... Pas de leur faute, là. Non, c'est ça. Ouais, il n'est pas fait au Japon, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est très particulier, là, comme situation. Mais en même temps, tu peux pas arriver chez Infiniti avec une Leaf rebadgée, là. Non. Tu sais, les gens sont pas sans dessin à ce point-là, là. Ouais, ils ont quand même acheté des QX60 puis des JX35 Ils en pendant... achètent pas beaucoup, là. Non, mais ils en ont acheté pendant un certain temps, puis c'était juste du Pathfinder avec du chrome, là. C'est bon. Mais là, je suis pas sûr qu'une nouvelle Leaf avec du chrome, là, ça marcherait. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, tu fais quoi? Ton coffre à outils est limité, là. Oui, c'est sûr. Tu prends la Sentra, tu l'appelles la G20. Non, ça ne fonctionne pas. Mais, du côté de chez Nissan, c'est plus ruisant. Oui. Oui, il y a des modèles qui sont plus vendus, mais puis il y en demeure pas dans la grande révolution. Non. Le Malaxor est en marche. Mais ce que Nissan me disait, c'est que l'année passée, 80% des ventes de véhicules Nissan ne provenaient pas des États-Unis de toute façon, au Canada. Au Canada, oui. Beaucoup de véhicules faits au Mexique, des véhicules faits au Japon. Bon, évidemment, les électriques, ça vient du Japon. La Z, le Rogue, ça vient du Japon. Ouais. Et puis, ce qui s'appelle Kicks Versa, Sentra, ça vient du Mexique. Bon, là, ce qu'on a appris, c'est qu'on sait que le Kicks Play, ça disparaît. Ouais. La Versa, c'est fini. Oui. Alors, depuis septembre, on a cessé la production, ce qui fait en sorte que le nouveau véhicule d'entrée de gamme chez Nissan, c'est la Sentra, et qui est renouvelé. Mais qui a une mécanique standard, là, tu sais. On n'est pas dans les révolutions. C'est plus silencieux, c'est plus confortable, mais c'est rien de révolutionnaire, là. Puis tu reconnais que c'est encore la même structure, là. On a changé le crémage, là, mais ça reste la même base. Et puis sinon, ben c'est le Rogue. Puis le Rogue, là, on a un 3 cylindres, puis c'est tout, là. Mais on en vend quand même beaucoup de ces véhicules-là. Puis ce que je sais cette semaine, c'est le Rogue Rock Creek. Ça se dit bien? Oui. Hey, c'est maigre, hein, comme distinction. En fait, il y a des pneus. Des pneus bruyants, puis une grille. Des surpiqûres, un badge en arrière. Ouais. C'est une broderie dans l'appui-tête. C'est tout, là. Il n'y a rien d'autre. Le CR-V Trail Sport. C'est très maigre. La même affaire. Je comprends cet engouement de... Ouais. Il est plus beau, là. Mais tu sais... Ouais, OK. Mais tu sais, t'as des pneus plus bruyants. Qui vont consommer un peu plus. C'est ça. Ben, les pneus consomment pas, mais le véhicule, oui. Tu sais, bon, c'est ça. Mais c'est en attendant. Puis là, c'est intéressant parce que... En attendant le Rogue PHEV. Ouais, mais là, tu t'en vas conduire ça, là, d'ici quelques semaines? Je m'en vais au moins le voir. Le conduire, je sais pas. OK. Mais oui. Mais, tu sais, c'est la mécanique du Outlander PHEV, 248 chevaux, batterie de 20 kWh, soixantaine de kilomètres d'autonomie électrique. Après ça, tu tombes en hybride, mais avec un moteur 2.4 litres en fonte, là. Tu sais, avec un système... C'est une vieille mécanique, quand même. Oui. Mais c'est une mécanique de transition. Parce que c'est ça qui me fait rire, c'est que là, on va offrir ça dans le Rogue en 2026, mais en 2027, nouvelle génération de Rogue, ça disparaît. Merci, bonsoir. Fait qu'on a tellement attendu longtemps pour arriver avec l'hybride rechargeable que... On va l'offrir 1 an. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben ça va être le e-Power qui va entrer sur la nouvelle génération du Rogue. Le e-Power, ben c'est une technologie qui existe depuis des années chez Nissan, mais là, la dernière génération de cette technologie-là, on l'a glissé sous le capot du dernier Qashqai, entre autres. Ouais. Et ici, on en était privé. Oui, c'est ça. Puis grosso modo, c'est un petit moteur à essence qui alimente un moteur électrique, lequel fait tourner les roues du véhicule. Fait que c'est un hybride, mais pas comme
comme ce qu'on connaît actuellement. C'est une technologie un peu différente, mais selon les normes WLTP européennes... Ils sont toujours très positives. Là, si tu fais la conversion, ça fait... les normes WLTP, on dit 4,5 litres au 100. Si tu convertis, ça fait 5,4. Puis c'est ce que devrait faire le futur Rogue 2027. Bon? Mais tu sais, on n'est pas encore rendu là. Puis en attendant, tu as juste un 3 cylindres. Ouais, c'est ça. Mais le Rogue Rock Creek, ça se dit tellement mal. Tu te sens-tu un peu aventurier? Pas tant, non. Non, hein? Non. OK. Non. Rogue Rock Creek? Rogue Rock Creek. Okay. C'est ça. C'est pas une révolution. J'ai conduit toutefois la Leaf. Oui. Et ça, j'ai pas trouvé ça vilain. Oui. On va mettre quelque chose au clair tout de suite, là. C'est pas un camion. Parce que Nissan essaie de nous le vendre c'est un VUS. Ouais, mais c'est la VUS. Ouais, c'est une Leaf, mais c'est un VUS. Tu sais. On va la retravailler. On le catégorise comme un VUS, là, la nouvelle Nissan Leaf. Donc, maintenant, une petite voiture à ion, traction, c'est un VUS. Ouais, c'est ça. Plus basse et plus courte que l'ancienne Leaf, soit dit en passant. Qui était vraiment pas un VUS, là. Non, mais la nouvelle ne l'est toujours pas non plus. Puis il faudrait peut-être que les gens de chez Nissan le sachent. Oui. Tu sais, c'est pareil comme si tu disais la Suzuki SX4, c'était un VUS. Oui. Mais au moins, elle était 4 roues motrices. Pas tout le temps. Non, mais elle pouvait l'être. Ouais. OK. Un point pour moi. Mais tu sais, moi, j'avais fait... On rigolait un peu parce que quand j'étais au festival NACTA il y a 2 semaines, ben tu sais, on avait la Leaf dans la catégorie des VUS, puis la Charger dans la catégorie des voitures. Et la Charger, elle est plus longue, plus large, plus haute qu'une Leaf. Plus spacieuse, plus... tu sais, elle est beaucoup... Tu sais, c'est quoi qui est le plus camion entre les deux, là? À un moment donné, ça n'a pas de sens, là. Oui. C'est vraiment pour moi une voiture, là. Si tu appelles ça un camion, moi, je te dis que c'est un véhicule transgenre. Tu sais, une Mazda 3, c'est un VUS rendu là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais une Crown Victoria, c'est une voiture. Ouais. Tu sais, avec un frame, un moteur V8. C'est ça. Bon, voilà. Mais j'ai pas trouvé ça vilain, la Leaf. J'aurai l'occasion de la reconduire davantage dans les prochaines semaines. Là, je vais faire un test exhaustif sur son autonomie réelle, tout ça. Mais c'est drôlement plus sérieux comme véhicule. Tu sais, on a ajouté des technologies de régénération d'énergie en décélération ajustable. La conduite est pas mal plus intéressante. C'est drôle comme look, là. Bon, surtout quand il est peint en... on a des couleurs particulières aussi. Bleu fond de piscine, là, tu sais, bon. C'était un peu fade, quand même, une Leaf, là. On se le cache pas. Là, c'est comme si on voulait la jazzer un petit peu, là. Des roues pas regardables, des couleurs fond de piscine. C'est spécial. Ça me fait penser que... Je sais pas si on va sortir une version Rock Creek de la Leaf avec une galerie de toits tubulaires, des pneus hors route. Et, des pneus Falcon sur une Leaf. C'est ça. Avec des bush guards en avant, là. Ça serait parfait. Puis des marchepieds. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Puis des sièges en tissu imperméable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec des surpiqûres orange, très important. Oui, pour rehausser sa personnalité. Oui, ça, c'est essentiel. Donne-leur pas trop d'idées. Ah, c'est ça, ça me fait penser. Ça fait quelques années que je pratique le métier parce que ce sera la 3e génération de la Leaf que je vais conduire. Ouais. Je pense que c'est le seul modèle pour lequel j'aurai traversé 3 générations. Ben, un Sportage, j'imagine que oui. Je sais pas. Enfin, fais tes maths. Je pense pas, non. Tu nous reviendras avec ça. OK. Brochure, c'est spécial japonais cette semaine. D'accord. Je t'ai amené une copie de chacune de ces 7 brochures qui étaient distribuées au salon de l'auto de Tokyo. C'est l'ensemble de la gamme des modèles Subaru. Alors, tu as l'Impreza, tu as le Forester, ça c'est des véhicules qu'on connaît. Tu as la Crosstrek qu'on connaît. Tu as la BRZ qu'on connaît. Tu as la WRX S4. Qu'est-ce qu'elle a de différent, la S4? Aucune idée, c'est une bonne question. On a quelqu'un avec nous. Parti. Ben oui.
Il est même arrivé avec de la bière, c'est pas drôle. On a la Layback, qui est une espèce de cross-track Outback, Oui. familiale. Et t'as la Levorg, qui est une Impreza familiale, littéralement. Fait que j'ai Ça, des c'est une sept très brochures. belle voiture. Ouais, ça. Puis ils sont là sur le Vraiment. marché japonais depuis de plusieurs années. C'est vraiment une belle voiture. C'est vraiment une voiture réussie. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les caractéristiques offertes de série avec le Non. Vorg? Okay. Non. Ça s'arrête là. Je t'ai amené les brochures. Tu prendras le temps de lire ça quand t'auras 2 minutes. Par contre, il me fera plaisir de répondre à la charade. Oui. La charade étant, mon premier est une chanteuse devenue femme d'affaires. Mon second est une municipalité qui prête son nom à un fromage. Et mon tout est un préparateur de voitures japonais. Ben, j'ai nommé Mitsuoka. Et voilà. Mitsuoka, oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Il n'y a rien de plus japonais que Mitsuoka. OK. Alors, les Japonais aiment le kitsch, mais à un niveau que vous n'avez pas idée. Et la voiture que je vais vous montrer, c'est une Yaris retravaillée par les gens de Mitsuoka. Je vais aussi vous inviter à aller voir le site web de cette compagnie-là, parce qu'ils font une réplique d'une Corvette de 2e génération à partir d'une Miata. Fait qu'ils vont chercher des voitures de différents manufacturiers japonais, forcément. Ils refont, ils recarrossent une partie de la voiture, nouvelle grille, nouvelle roue, nouveau style. Voilà. Mais on garde souvent, tu sais, les portes, on va garder... moi, j'avais vu plusieurs Nissan March. Des Micra, ouais, c'est ça. Des Micra ici, des March là-bas, recarrossés à l'image d'une Jaguar. Tu sais, c'est pas possible. Ben, ils ont fait des genres d'Excalibur avec des petites voitures. C'est Keten. Regardez ça. Regardez ça. Ça plaît vraiment à la clientèle Et ce japonaise. qui est particulier, c'est que, vous avez regardé la voiture, là. Ce qui est particulier, c'est que c'est une Yaris de base sur des roues d'acier, mais auquel on greffe une calandre, une partie avant, un museau qui s'inspire des années 40, 50, avec des pare-chocs chromés. C'est laid, vous avez pas idée. Excessivement. Et je vais écrire une chronique sur ces voitures-là sur le site du Guide de l'Auto dans les prochains jours, parce qu'évidemment, j'ai eu la chance d'arrêter dans un concessionnaire Mitsuoka où on avait en exposition cette fameuse Miata là, dont le nom m'échappe. On a même pris des RAV4 de dernière génération auxquels on greffe des museaux qui ressemble à celui d'un Chevrolet C10 Square Body du début des années 80, une affaire effrayante. C'est excessivement laid, là. Mais bref. Et puis ça, on fait ça en quantité limitée. On les fabrique. Après ça, on a la tâche de les vendre et on passe à une autre étape. Et la prochaine voiture qui sera commercialisée par Mitsuoka, elle va être basée sur une Civic Hatchback. J'ai vu ce que ça donnait. Ça fait mal à l'œil, vous avez pas idée. Alors, la réponse à la charade, c'était Mitsuoka. Et nous autres, on se retrouve lundi prochain. On va essayer de régler notre problème YouTube cette fois-là. Et puis, on va vous revenir. On va être là. On va être là. Fait que merci d'avoir été là, tout le monde. Désolé pour l'imbroglio. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye.